Jacques Attali, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de me recevoir. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Voltaire qui souligne « Plus je lis, plus j'acquiers, plus je suis certain de ne rien savoir, et pourtant je suis un homme qui continue à chercher. » Et vous, Jacques Attali, qui êtes-vous? C'est une question tellement générale. Oui, lire est une nécessité. C'est vrai que plus on sait, plus on comprend qu'on ne sait pas grand-chose. Et plus on a envie de découvrir. En tout cas, la curiosité entraîne la curiosité. En tout cas, c'est mon cas. Vous êtes un homme curieux. Très rapidement, est-ce que pour tous les milliers d'étudiants qui nous regardent, est-ce que vous pouvez retracer très rapidement les grandes lignes de votre carrière professionnelle, s'il vous plaît? J'ai fait d'abord de longues études. J'ai fait un bac au lycée, un bac de maths, puis une classe préparatoire. J'ai repassé un bac philo en plus. Puis ensuite, je suis rentré à l'école polytechnique. Ensuite, à Sciences Po à l'école de mines en même temps. Puis ensuite à l'ENA. Parallèlement, je faisais commencer à enseigner à l'école polytechnique. J'ai fait une thèse sur mes travaux à partir de mes livres, donc de doctorat d'économie. J'étais en même temps professeur à Polytechnique, au Conseil d'État, comme auditeur et associé comme enseignant à Dauphine. Ensuite, la volonté m'a poussé dans l'engagement. J'ai été consultant à l'OCDE pour plusieurs pays du Moyen-Orient. J'ai été ensuite professeur dans plusieurs autres écoles, les ponts et chaussées, le génie rural, etc. Puis j'ai publié déjà un livre par an ou 2 livres par an depuis que j'ai 25, 28 ans, 30 ans. Je suis devenu le conseiller du candidat François Mitterrand juste avant les élections de 1974. Je suis resté dans l'opposition, puis j'ai été son conseiller à l'Élysée pendant 10 ans. Avant ça, j'ai fondé Action contre la faim. Puis j'ai fondé la Banque européenne de construction et développement. J'ai continué à écrire 2, 3, 4 livres par an. Continué à enseigner jusqu'à aujourd'hui, où je dirige à la fois une nouvelle fondation qui s'appelle Positive Planète, qui travaille dans les quartiers à aider les jeunes à créer leur emploi, et je travaille aussi à un cabinet de conseil qui aide à réfléchir aux stratégies de long terme. Et je publie toujours 2 ou 3 livres par an, le prochain étant un roman dans quelques semaines. Magnifique, félicitations. Jacques Attali, vous êtes un grand économiste. Quelle définition philosophique donnez-vous de l'économie? L'économie est une sous-science de la science totale de l'histoire, parce que j'ai commencé à faire de l'économie à partir des mathématiques, que j'ai tout de suite rejeté, combattu, et l'économie au sens étroit est une façon mutilante de voir le réel. Le réel ne se comprend pas sans l'histoire, sans la société, sans la sociologie, sans la technologie, sans la psychologie, sans la politique. Donc, pour moi, la science économique est une fausse science. On lui donne des prix Nobel et tout ça, qui ne sont pas du tout dans la liste des prix Nobel, mais c'est une fausse science qui confond causalité et corrélation, qui prétend bâtir sur des chiffres des réalités fausses. Le PIB, par exemple, ça ne veut rien dire, c'est une mesure totalement fausse de l'activité humaine, et ça nous a entraîné dans beaucoup de catastrophes. Oui, c'est ça. Et alors, vous êtes un des grands spécialistes, voire le plus grand spécialiste de l'État, au niveau économique. Quelle définition, là aussi, donnez-vous d'un État? En théorie, l'État, c'est celui qui devrait avoir le monopole légitime de la violence. Légitime ou de l'usage de la force, selon qu'on veut l'employer. C'est ça un État. Et donc, à partir de là, l'État est celui qui est chargé d'assurer l'ordre, interne et externe, au nom idéalement d'un pouvoir démocratique, c'est-à-dire d'appliquer de l'ordre selon la loi étant votée par le Parlement. Donc l'État, c'est d'abord celui qui est là pour faire respecter la loi. D'accord. Et alors, que répondez-vous à Nietzsche qui définit l'État de cette manière suivante? L'État, qu'est-ce que cela? Alors, ouvrez les oreilles, je vais vous parler de la mort des peuples. C'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement.
Et voici le mensonge qui rompt à sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Enfin, c'est une belle phrase qui ne veut rien dire, parce que l'État est en effet un monstre froid par définition, puisque ce n'est pas une personne. Et l'État, à juste titre, s'il est légitime de dire qu'il parle au nom du peuple pour appliquer les décisions collectives, la distinction entre décision individuelle et décision collective. Par contre, quand l'État est au service d'un pouvoir totalitaire, comme on l'a vu si souvent dans l'histoire, il s'agit de pouvoir privé, de pouvoir religieux ou de pouvoir purement populiste. Dans ce cas-là, l'État est un monstre qui n'est borné par aucune limite éthique. D'accord. Alors, Jacques Attali, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé votre livre, Faire réussir la France. Et en lisant le livre, j'ai pensé à là aussi une phrase de Jean Yanne qui dit pour moi la plus vraie question n'a jamais été qui suis-je où vais-je, comme l'a si formulé notre ami Blaise Pascal, mais plutôt comment vais-je m'en tirer. Et il me semble que votre livre passer de Nietzsche à Pascal et à Jean Yanne avec une facilité un peu comique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de rapport, même si on a beaucoup de respect pour cet humoriste. Oui, enfin, la question de chacun d'entre nous, c'est non pas comment vais-je m'en tirer, la question de sa vie, c'est pas comment vais-je m'en tirer, pas du tout. C'est comment faire pour que mes petits-enfants puissent s'en tirer. Et comment créer les conditions d'un monde vivable pour mes petits-enfants. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé vos 250 propositions que vous faites. Et vous dites, et vous parlez de plusieurs thèmes, dont l'éducation, donc qui suit dans l'éducation. Vous avez, nous sommes à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, et vous avez écrit ce livre l'année dernière. Quel constat aujourd'hui pouvez-vous faire de la France ? La France est dans une situation privilégiée. C'est un pays riche, puissant, où les libertés publiques sont bien mieux respectées que la plupart des pays du monde. Peu de Français sont conscients à quel point nous sommes enviés de par le monde, par notre richesse, notre abondance, notre douceur de vivre, notre sécurité qui nous entoure. Alors bien sûr, il y a d'énormes problèmes. Nous sommes un pays industriellement très fragile. Nous sommes un pays où il y a beaucoup d'injustices, où 10 millions de personnes sont en situation de très grande précarité, où la mobilité sociale est très mauvaise, où le système éducatif est en plein déclin, et où la santé n'est pas assurée de façon juste pour tout le monde. Donc il y a à la fois des problèmes internes très lourds, et j'espère que cette élection présidentielle permettra d'avancer, de continuer d'avancer dans la bonne direction pour les améliorer, mais en même temps, il faut avoir conscience de l'immensité de nos privilèges. Oui, alors je voudrais commencer, je dirais, dès l'enfance. Vous faites une très grande partie, un très grand thème sur l'éducation. Il y a un paradoxe finalement dans l'éducation, je trouve, qui est le suivant. Comment faire grandir et aider l'enfant à grandir librement face aux médias qui nous assaillent finalement d'informations, voire parfois de fausses informations. Il n'y a pas que les médias. Depuis tout le temps, l'histoire humaine, un de mes prochains livres sera sur l'histoire de l'éducation et plus généralement des méthodes de transmission du savoir. De tout temps, les enfants ont été martyrisés, oubliés, négligés, ballottés, surtout les enfants en dehors de la classe privilégiée. Et donc, il y a seulement très peu de temps, disons, au début, sinon au milieu du XXe siècle, qu'en Europe, les enfants sont un peu mieux traités, et encore, et pas toutes les classes sociales, et c'est évidemment pas le cas dans le reste du monde. Donc pour la France, pour nous avons voulu montrer que la priorité absolue devait être l'enfance, que c'est là que tout se règle, c'est là que tout se décide, et c'est là qu'il faut vraiment créer les conditions d'une amélioration à la fois dans l'école, mais aussi dans la famille, dans le périscolaire qui joue un rôle très important, de plus en plus important, dans la façon de donner accès ou pas accès à Internet, qui doit être, de notre point de vue, totalement exclu jusqu'à l'âge de 3 ans, dans le contrôle des sites Internet et de la pédopornographie qui s'y multiplient. Il y a beaucoup de choses encore à faire là-dessus, mais il faut voir que les médias ou les réseaux sociaux
sont une part nouvelle significative de la vie des enfants, auquel il faut ajouter les jeux vidéo qui ont cela de très destructeur, mais que les parents et l'école ont encore un rôle très important à jouer. Quel est le danger actuel des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont un outil très important et très positif parce qu'ils sont une source d'information énorme et inconsidérable qui nous ouvre au monde entier si on veut bien les regarder, qui permettent à beaucoup de gens de s'exprimer. C'est un outil magnifique. Naturellement, comme tout outil magnifique, il peut avoir des excès, de la violence, et il faut le maintenir dans des règles de comportement normaux. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les réseaux sociaux sont un service public, ils ne devraient pas être entre les mains de puissances privées, et ils jouent un rôle extrêmement utile dans la collectivité. Et comment finalement, moi qui travaille dans l'éducation, comment essayer à l'enfant, au jeune, à l'étudiant, d'acquérir un esprit critique? C'est pas évident d'avoir un esprit critique. C'est en effet très important, et dans le livre précédent que j'avais écrit sur une histoire des médias, j'avais essayé de montrer à quel point c'est très important de lutter contre les fausses nouvelles, donc d'utiliser en particulier l'éducation nationale pour en faire un instrument de lutte contre les fake news, d'apprendre aux enfants à distinguer très jeunes la différence entre une vérité scientifique, une opinion et une croyance, qui sont trois choses complètement différentes, et qui sont toutes les trois respectables à condition de ne pas se mêler les unes avec les autres, et d'avoir l'esprit critique pour savoir rechercher si quelque chose est une vérité, une opinion, une croyance, et de le distinguer clairement. Et quelle distinction faites-vous entre les trois? Une vérité scientifique, c'est quelque chose qui est établi et reconnu par la communauté scientifique. Une opinion, c'est quelque chose que l'on peut croire ou ne pas croire, mais qui ne contredit pas une vérité scientifique, qui est par exemple une opinion politique. Et une croyance, eh bien, ça renvoie au domaine de la foi, qui n'est pas une opinion, mais qui est une sorte de relation particulière qu'on peut avoir avec l'invisible. D'accord, oui. Ce sont trois domaines différents. Exactement. On reparlera de l'invisible, de ce côté de invisible après. Mais vous venez de parler de la science. Et dans votre livre, vous faites une grande réflexion sur la science et vous dites que la science devrait revenir, doit encore plus revenir dans l'éducation pour avoir une véritable connaissance scientifique. Finalement, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre parce qu'actuellement, nous voyons que la science, en plus, qui plus est en terminale et dans les études supérieures, le côté scientifique est de moins en moins présent. Quelle est cette puissance de la science et quelles sont ses limites? D'abord, là, vous parlez de la France, qui est une toute petite partie de la planète. Et c'est vrai qu'en France, la science est en train de perdre pied, alors que dans beaucoup de pays, en particulier les pays asiatiques, mais pas seulement, la science est mise au pinacle. Et que dans d'autres pays d'Europe, le métier d'ingénieur est mis au pinacle. La science est fondamentale et difficile. C'est plus difficile de faire des exercices de maths, plus d'efforts que de lire une bande dessinée, ou même que de lire un roman, ou même un lycée. Donc, la science exige plus d'efforts que d'autres matières. Or, pour autant, elle est absolument essentielle pour structurer la pensée, pour donner un cadre logique, pour apprendre d'abord ce qu'est la réalité. Tout ce que nous voyons, même nos moyens de communication que nous employons ensemble aujourd'hui, sont totalement déterminés par des théorèmes de mathématiques, puis par les applications physiques de ces théorèmes de mathématiques. Toute la théorie de la transmission de l'information, la théorie de Shannon, découle d'une théorie mathématique très, très sophistiquée, qui renvoie à la fois au calcul de probabilité et à d'autres dimensions des mathématiques fondamentales. Donc connaître cette infrastructure invisible du réel, qui est absolument fascinante, puisque il y a une incroyable adéquation entre ce que l'esprit humain peut découvrir et la façon dont il peut décrire d'une façon abstraite la réalité de la matière. Et cette réalité même constitue la clé de la compréhension du monde, de l'élimination des erreurs
et du progrès vers un mieux-être de la totalité de l'humanité. Oui, mais quelles sont les limites de la science? Parce que où allons-nous finalement? Les limites de la science. La science sait qu'elle ne sait pas tout, loin de là. La science sait, en particulier la physique fondamentale, qu'elle ne sait pas tout. Et ses limites sont dans le fait qu'elle connaît sa propre ignorance et dans le fait qu'elle peut être utilisée pour le pire. Il y a comme chacun sait, des découvertes scientifiques majeures qui ont été utilisées pour faire des bombes, des gaz asphyxiants, des empoisonnements. Donc la limite de la science, c'est quand même utilise mal. D'accord, oui. Et parfois, il les utilise mal, mais il est trop tard pour revenir en arrière, finalement. Non, il n'est pas. À l'heure où nous parlons, il n'est pas encore trop tard pour revenir en arrière sur les émissions excessives de gaz à effet de serre produites par des productions humaines. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière sur l'armement nucléaire. Il n'est pas encore trop tard. Ça pourrait le devenir, mais il n'est pas encore trop tard. Donc il faut réagir. Jacques Attali, un deuxième point sur la culture. Vous abordez énormément la culture dans votre livre. Quelle définition pouvez-vous donner de la culture? Au sens large, parce que c'est quand même très large comme concept. On ne peut pas donner une définition de la culture. La culture, c'est la totalité du savoir respectable. Le savoir respectable, c'est l'ensemble des productions humaines. On ne peut même pas exclure de ces productions humaines les productions utiles, parce que le travail de l'artisan, c'est aussi culturel. Mais dès qu'il y a une dimension de création, d'autonomie, d'originalité, on peut dire que c'est culturel. Donc ça rejoint à la fois l'artisanat, l'orfèvrerie, les bénisteries, la littérature, la musique, la peinture, mais aussi beaucoup d'autres dimensions dès qu'il y a un aspect créatif. Et en quoi finalement la culture fait-elle grandir l'humain? Parce qu'il peut y avoir une bonne et une mauvaise culture, non? Non, la culture ne peut pas être mauvaise. La culture, ce qui est mauvais, c'est l'usage qu'on peut en faire. Les nazis admiraient beaucoup la musique de Beethoven, de Bach ou de Strauss. Pour autant, la musique de Bach et de Strauss est une musique magnifique. C'est pas parce qu'on est admiré par des monstres qu'on devient monstrueux. Oui, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que vous proposez, le bus de la culture. Oui, il faut mettre la culture à la disposition de tous, et en particulier d'une façon très humble et pragmatique, créer les conditions pour que, c'est une initiative qui existe déjà, mais qu'il y ait un maximum de livres, de CD qui soient disponibles par mille et une façons. Oui, voilà. C'est ça. Et Jacques Attali, le troisième point de cette interview, c'est sur le concept de laïcité. Comment pouvez-vous le définir? Parce que, en fait, avec mes étudiants, on en parle beaucoup, et sans avoir une définition vraiment claire et distincte. La définition, elle se trouve dans l'histoire. La laïcité est une spécificité française que je trouve excellente, qui consiste à dire que la religion ne doit pas empiéter dans le domaine de la vie publique et le domaine de la vie privée. À partir du moment où vous avez posé ce principe, vous pouvez en déduire à peu près toutes les déclinaisons. La religion est une affaire privée. Le prosélytisme n'a pas à être fait dans le lieu public ni d'une façon insistante. Chacun doit vivre sa conception religieuse ou son athéisme à sa façon, dans le respect des autres. Et la nation elle-même doit être aussi neutre que possible à l'égard des différents principes religieux. Alors naturellement, ça s'applique différemment dans une nation ou une autre. En France, qui est une nation originellement chrétienne, il est normal qu'on fête plus les fêtes chrétiennes que d'autres, parce que c'est la nature de la société française, c'est parfaitement respectable. Sinon, il faudrait établir des jours de congé pour toutes les religions, qui n'a évidemment pas le moindre sens. Ou alors, ce que certains ont proposé, c'est-à-dire ce qui est tout aussi loufoque, de nommer de noms laïques les fêtes religieuses comme Pâques ou Noël.
qui est tout aussi loufoque. C'est une histoire, l'histoire est ainsi faite, c'est très bien comme ça. Quand on vit en France, il faut prendre la France comme elle est, c'est-à-dire avec ses traditions judéo-grecques, puis judéo-chrétiennes, mais d'abord judéo-grecques, puisque les Juifs et les Grecs sont sur le territoire de la France avant le christianisme vient après, l'islam vient encore après, et chaque tradition vient ajouter à condition de ne pas nuire aux autres. Oui. Et Gataï, comment comprenez-vous alors le fait que de plus en plus d'humains se raccrochent et ont besoin de cette quête spirituelle dans ce monde qui finalement est assez tourbillonnant? Pas de plus en plus d'humains. Si vous regardez l'humanité, une grande partie de l'Asie ne s'y intéresse pas. Il n'y a presque pas de spiritualité en Chine. Une grande partie de l'Inde a une spiritualité immense, mais qui n'est pas nouvelle, qui est là depuis toujours. Et je pense que les humains ont toujours eu besoin de sens. Et que l'économie, le matériel, ne suffit pas à donner du sens. Le sens vient de ce que nous cherchons à comprendre, où nous allons, pourquoi nous vivons, et qui ne peut pas se réduire à acheter un nouveau caméscope. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'un humain pour vous? C'est un être vivant parmi d'autres, doué de plus d'intelligence, donc de plus de responsabilité. Voilà, on en reste là. Oui, une toute dernière question. À tous les jeunes qui vous écoutent, tous les étudiants qui vous écoutent, quel message d'espérance pouvez-vous aussi aujourd'hui leur donner? Il n'y a pas d'espérance, il n'y a que des combats. Chacun d'entre nous doit se rendre compte des dangers qui nous guettent, des dangers sur notre liberté, des dangers racistes, en particulier pour les élections qui arrivent, des dangers totalitaires, des dangers de guerre. Chacun doit être à l'affût de ces dangers et créer les conditions pour être le plus efficace dans le combat pour que le XXIe siècle soit vivable politiquement, écologiquement, humainement et culturellement. Merci beaucoup. Merci à vous, Jacques Attali. Merci beaucoup.